est en direct ce soir avec Floriane Soulas pour fêter la sortie de son nouveau roman. Roman qui est sorti aux éditions Argile. Voici Tonnerre après les ruines. Il est tout beau. Donc, nous avons un roman post-apo, même si apparemment tout le monde ne dit pas que c'est du post-apo. On va en parler de tout ça et tout. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de ce bouquin? Oh là là. Oui, je commence facile. Oh là là. Ah, c'est une histoire qui a une histoire. Mais j'avais fait un post Instagram sur ça pour dire que c'était un roman qui avait une histoire. Tout le monde n'a peut-être pas vu. Donc, Parce que c'est un roman que j'avais commencé à écrire en 2018. Donc en fait, pour faire un peu d'historique, donc en 2018 il y a Rouille qui est sorti mon premier roman, mais j'avais déjà écrit Les Noces, donc qui était déjà en train d'être publié, enfin il est sorti un an après mais il était déjà écrit. Et du coup je me suis dit bah du coup il faut que j'écrive mon troisième roman, et j'ai commencé à essayer d'écrire Tonnerre, qui s'appelait pas du tout Tonnerre, à ce moment-là en 2018. Et en fait il s'est trouvé que c'était un peu le roman de mon burn-out créatif numéro 1. Et en fait j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'écrire ce roman, vraiment beaucoup. Pour me rendre compte des années après qu'en fait j'avais écrit 130 pages de rien. Vraiment, j'ai relu 130 pages où il se passait rien, tant au point de l'histoire que de l'évolution des personnages. C'était vraiment une espèce de grand vide de 130 pages, assez intéressant à faire, à relire, que c'était vraiment une expérience de lecture de lire 130 pages de rien. Mais à l'époque je me rendais pas compte, je me rendais bien compte que je galérais, mais je savais pas identifier encore que le burn-out était là. Et en fait je pars faire le nouvel an à Bruxelles avec mon ordi. Et je me fais voler mon ordi le 1er janvier dans le bus, avec mon disque dur externe, mes clés USB, enfin genre la totale, plus rien quoi. Et là je me dis, bon bah ça clairement c'est un signe de l'univers qui me dit genre arrête, vraiment arrête quoi, il faut arrêter. Et en fait ça faisait déjà 6 mois que je tournais un peu autour de cette idée de me dire que peut-être j'allais plus écrire parce que bah, j'y arrivais pas et qu'il y avait forcément une raison. Et là c'était vraiment le coup de grâce, je me dis bon, c'est bon, allez, on arrête tout. Et en fait coup de bol, il y a eu le confinement juste après. Et bizarrement, une fois que j'ai plus à faire beaucoup de salons, à me sentir obligée d'écrire et de faire des choses, et ben l'envie d'écrire est revenue. Mais du coup, en fait, je me sentais pas de reprendre ce projet-là parce que je me suis dit, si j'échoue une deuxième fois, je ne remettrai jamais. Genre, ce sera l'échec de trop. Donc je l'ai laissé de côté complètement et j'ai écrit Les Oubliés de la main. Et après, donc en 2021, j'étais aux Imaginales et donc Argile, donc Simon et Xavier qui sont mes éditeurs, on est allés déjeuner tous ensemble le dimanche soir parce qu'on repartait le lundi matin. C'est la seule fois où je suis repartie un lundi matin des Imaginales. On repart le lundi matin, donc le dimanche soir avec Estelle qui est là. On est allé manger avec eux et elle leur dit, parce qu'elle savait, parce qu'en fait Estelle elle a suivi cette histoire depuis le début, cette histoire qui se passait rien, mais cette histoire quand même, elle avait lu et elle leur a dit ah oui Floriane elle a une super histoire. Et donc je me suis retrouvée à devoir pitcher cette histoire dont je ne savais rien parce qu'en fait j'avais rien écrit, enfin j'avais écrit beaucoup de choses de rien. Et donc je leur ai dit un truc du style non mais alors en fait c'est un monde où des gens mangent des gens et il y a des monstres et ça parle de la monstruosité puis à la fin tout le monde meurt. Voilà, ouais, vraiment un truc comme ça genre en 3 phrases, en plus j'étais un peu bourrée alors c'est pas... Et du coup Simon me regarde comme ça et il me fait ok on prend. Et j'étais là genre mais on était tous un peu bourrés quoi, donc je me dis bah très bien ok super quoi. Donc je rentre chez moi cette soirée, et 3 jours après, je reçois un contrat dans ma boîte mail pour ce roman-là. Donc là, je me suis dit, bon, bah d'accord, maintenant il faut que je l'écrive. Et j'étais un peu paniquée parce que j'avais toujours cette idée de ah, mais si je n'y arrive pas, ce sera. Enfin, je survivrai pas. Enfin, je survivrai pas, mais j'aurais du mal à me remettre de cet échec-là parce que c'était vraiment un roman qui, du coup, déjà était important, mais en plus avait une histoire qui faisait que si j'y arrivais pas, je l'aurais très mal vécu. Et au final, j'ai pris la décision de garder que mes personnages principaux et de relire juste pour la science ce que j'avais écrit, mais de ne rien réutiliser de ce que j'avais écrit et de repartir complètement de zéro. Et du coup, c'est comme ça que le Tonnerre. Enfin, c'était une grande histoire, hein, mais pas grand-chose. oui, mais je pense que c'est intéressant aussi pour les gens qui écrivent de voir que... Ouais, et en fait, c'est cette année, je pense vraiment que j'ai conscientisé le fait que si en 2018-2019, là, j'écrivais pas, c'est parce qu'en fait, j'étais dans l'incapacité physique d'écrire. En fait, j'étais tellement fatiguée. Parce qu'en fait, comme Rouille a super bien marché, j'ai été invitée à énormément de salons, donc j'étais hyper sollicitée. C'était, puis même, je relationnais aussi avec beaucoup d'auteurs, donc il y avait beaucoup de soirées de lancement. Moi, j'étais tout le temps sortie, tous les week-ends en salon. En plus, moi, je bosse 60 heures par semaine à côté. Et en fait, j'étais vidée. Créativement, on ne peut pas écrire si on est épuisé, quoi. Mais ça, je l'ai compris que maintenant, tu vois. Ça m'a pris hyper longtemps, parce qu'en fait, c'est en train de revenir. Là... Après la fin de Tonnerre, j'étais à ça à nouveau du burn-out parce que
parce que c'était un roman qui a été hyper dur à écrire et hyper dur à corriger, parce que ça a pris énormément de temps, parce que Simon et Xavier sont très perfectionnistes, enfin Simon et Florence d'ailleurs, étaient très perfectionnistes, et vraiment ils ont cherché la petite bête jusqu'à la dernière seconde, et à la fin j'étais épuisée, je dis j'en peux plus, vraiment je n'en peux plus, il faut que ça s'arrête à un moment, parce que je vais clamser là. Et c'est au moment où je leur ai dit vraiment là il faut qu'on arrive à la fin, il faut qu'on trouve un moyen de finir vite et bien quoi, que je me suis rendu compte que j'étais dans le même état où j'étais en 2019, en fait complètement sur les rotules quoi. Donc je suis partie en vacances et pour la première fois depuis 5 ans je n'ai pas emmené mon ordi. Et c'était vachement bien. Et j'ai pas écrit. Parce que là les salons ça va reprendre. Ouais, là cette semaine j'ai des trucs tous les soirs et toutes les semaines je suis quelque part. Donc ouais, donc ouais, j'ai pris des forces, même si j'ai pas l'air parce que je suis un peu malade. Mais j'ai pris des forces quand même, je me suis reposée pendant 2 semaines. L'air écossais, ça fait du bien. Oui, l'air frais. Ah, c'était l'automne là-bas. Hein. Franchement, ici, c'est un peu pourri la saison d'automne. Là-bas, c'était parfait. Il faisait 15 degrés, les feuilles jaunes, le vent, la pluie. C'était bien. Alors, dans le précédent, Les Oubliés de Lama, on avait déjà la question de la mutation à un moment donné. Mais là, pour le coup, c'est le roman qui est au centre, vraiment, c'est la grande thématique, la mutation. C'était quelque chose que tu voulais approfondir ou tu le savais déjà avant? En fait, si on fait attention, c'est un thème qu'on retrouve toujours dans tous les romans. Parce que dans Rouille, en fait, il y a ces histoires de prothèses mécaniques. Dans Les Noces, il y a quand même des gens qui se transforment en animaux, quoi. Et ouais, dans l'Oda, sauf qu'à chaque fois, c'était. Enfin, surtout dans Rouille et dans Les Oubliés de Lama, c'est des transformations qui sont dues à la science, enfin de manière mécanique. Là, on peut dire que c'est un peu bio-ingénié qu'il y ait des mutations, mais ça reste un processus qui est plus organique. Et moi, ça m'intéresse beaucoup parce que, en fait, en science-fiction, on a tendance. Enfin, moi, je trouve qu'il y a 2 grandes tendances quand on parle de l'avenir. On se dit qu'il y a les IA et l'humain augmenté, qui sont quand même les 2 grandes tendances vers lesquelles on fait déjà un peu les deux. Et je trouve que l'humanité augmentée, en fait, on est déjà dedans. C'est les prothèses de hanches, c'est les appareils auditifs, il y a plein de choses, en fait, on se rend pas compte qu'on est déjà les pacemakers, en fait, ça, c'est déjà de l'humanité augmentée. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça touche au corps, ça touche à ce qui fait de nous des humains, d'une manière plus directe que se dire je vais transférer ma conscience dans un ordinateur. En fait, on peut l'imaginer, mais c'est quelque chose qui est encore très lointain, ça ne va pas arriver maintenant. Alors qu'en fait, transformer son corps, que ce soit physiquement ou par la prise de substances, c'est quelque chose qu'on est déjà en train de faire et qu'on est déjà en train d'expérimenter à de nombreux niveaux. Et c'est quelque chose qui me passionne vraiment parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant à se demander qu'est-ce qui fait de nous des humains. Est-ce que se désincarner, est-ce que muter, enfin à quel moment on va tracer la ligne de ce n'est plus humain, ou ça l'est moins. Et en fait ça me pose la question plus large de qu'est-ce qui définit l'humanité. Et ça je trouve que c'est hyper passionnant comme sujet. Et qu'est-ce qui définit le monstre? Et le monstre, voilà. En fait où est la limite entre l'humain et le monstre quoi. Parce que ça aussi pareil, les monstres on les retrouvait aussi plus ou moins régulièrement dans tes livres. Ouais. Ce qu'on retrouve aussi, c'est, en tout cas on l'avait vu au niveau des Oubliés de Lama, c'était les femmes de science. Donc dans le Dan, les femmes de science, en gros elles étaient plutôt positives. Là moins. Hein. Oui, moi, là tu leur veux du mal aux femmes de science. Non, mais en fait c'est intéressant parce que c'est exactement encore une fois des questions qu'on retrouvait dans Rouille, de l'éthique, de jusqu'où on est prêt à aller pour le plus grand bien. Et dans Rouille, donc c'est à plus petite échelle. Là, c'est à plus grande échelle. Et en fait, dans Tonnerre, donc, qui est la dernière ville dans laquelle on fait encore de la science, où on a encore accès à de la technologie perdue et on essaye de sauver l'humanité, entre guillemets, ils ont vraiment érigé en mode de vie l'idée de conserver l'humain tel qu'il était avant la destruction du monde, comme si on était déjà, on était parfait à ce moment-là, et que tout le reste ne pouvait être qu'un amoindrissement en fait de l'être humain. Donc leur but c'est de soigner les mutations, soigner les maladies et de nous conserver dans cet état actuel là qui serait le meilleur état. Mais en fait à un point où en fait ça devient obsessionnel et à la fin ça a perdu son sens en fait. Ils le font parce qu'il faut le faire, parce que c'est comme ça et que de toute façon au bout d'un moment ils sont allés tellement loin qu'on ne peut plus revenir en arrière. Ils ont fait tellement de choses, ils ont fait tellement de choses horribles que remettre ça en cause, ça voudrait dire remettre en cause toute leur existence et tout ce qu'ils ont fait. Et ils sont, enfin, en tout cas à Tonnerre, ils sont pas prêts à se dire que c'est eux les méchants. Quoi. Et pour eux, c'est pas les méchants. Pour eux, ils font vraiment la bonne chose parce qu'ils sont persuadés que cet état de l'humain, comme on est maintenant, c'était le bon état. Puisqu'on était fonctionnel, parce qu'on était dans un monde qui, je pense, était idéalisé, alors qu'en fait, en face, on trouve toute une société qui est en pleine déliquescence et on trouve des personnes qui disent mais en fait peut-être qu'on est comme on devrait être
peut-être qu'on passe par un processus d'adaptation qui certes est douloureux et laisse peu de survivants, mais en fait c'est aussi là, c'est une forme de sélection naturelle de dire bah, que tout le monde ne va pas survivre, mais à la fin ceux qui survivront seront adaptés, ce seront eux les humains de cette terre-là, quoi. Et donc c'est deux idéologies en fait de la même chose, parce que en fait ils font la même chose, juste pas avec les mêmes moyens et pas avec la même idée, mais en fait ils font exactement la même chose. Donc c'est un miroir en fait de deux manières de faire la même chose pour des résultats très différents. Oui. Dans le prologue, on a 2 phrases. Il n'y a pas de nuit dans Tonnerre, et la cendre plutôt que Tonnerre, c'est la dernière phrase du prologue. Avec la première et la dernière phrase, on a déjà une base de ce qu'est Tonnerre dès le début. Et même si on est intrigué, on a une certaine appréhension de vouloir retourner ou pas. C'était cette idée dès le début que nous on en sache presque plus que ton héroïne. En fait, Tonnerre il est basé sur un duo de personnages, donc Feral et Lottie. Lottie qui en fait a un passé avec Tonnerre, et Feral qui n'est jamais venu ici. Et en fait, Lottie, c'est un personnage qui est assez compliqué à appréhender. Parce qu'elle a beaucoup de secrets, elle se livre pas, Enfin, c'est un personnage en fait où on va découvrir vraiment qui elle est à la fin de la deuxième partie. Et en parlant avec Simon et Florence, mes éditeurs, on s'est dit qu'en fait, si on gardait ça en l'état, les gens allaient la détester. Enfin, vous allez la détester, quoi qu'il arrive. Les gens allaient la détester, mais sans comprendre pourquoi ils la détestaient, et que du coup, potentiellement, ils n'allaient pas aller au bout du livre parce qu'elle est vraiment compliquée. C'est vraiment un personnage qui n'est pas aimable du tout, quoi. Et en fait, il fallait expliquer, sans trop en dire, parce qu'on découvre vraiment ce qui se passe après, mais il fallait expliquer, il fallait donner des clés pour comprendre pourquoi elle se comporte comme elle se comporte dans les 2 premières parties. Parce que sinon, c'est vraiment un personnage qui est trop obscur, et du coup, j'ai consenti à ce sacrifice de faire un prologue, parce que j'aime pas trop les prologues, c'est pas trop mon truc, où en fait on voit un flashback du passé de Lottie, donc le moment où elle quitte Tonnerre en fait, dans son passé, et qui donne des clés de pourquoi elle part. Et effectivement, ça fait que dès le début, même si on nous parle de Tonnerre, tout le monde nous parle de Tonnerre comme cette cité incroyable, nous on a cette vision de Lottie qui est très sombre, très pesante, et qui en fait pèse un peu sur nous en se disant ok, tout le monde dit que c'est bien, mais en fait elle, ce qu'elle nous a dit, c'était pas trop ça, quoi. Et du coup ça crée une ambivalence, et en fait qu'on retrouve en fait à chaque fois dans Tonnerre, à chaque fois il y a de l'émerveillement, mais c'est toujours un peu teinté de quelque chose un peu bizarre, tout le temps, à tous les niveaux. Et je trouvais que c'était intéressant de faire ce parallèle entre l'ambiance générale et ce qu'ils font vraiment, et pourquoi ils le font aussi. Donc oui, il n'y a jamais de nuit à Tonnerre, et Lottie préfère partir que de rester où elle est. On va parler un peu de la question du post-apo, puisque voilà. Quand on parle de post-apo, pour moi il y a 2 types de romans. Il y a ceux qui sont encore dans l'apocalypse, et ceux qui dont l'histoire se passe longtemps après. Tu fais le choix que ça se passe longtemps après, et surtout tu t'étends pas sur les raisons de cet apocalypse. C'est parce que c'est pas le propos, ou parce que ça change rien? Un peu les deux. En fait, pour moi c'est comme en fait, si j'avais voulu écrire l'apocalypse, j'aurais écrit l'apocalypse, quoi. Et en fait, pour moi c'est un peu comme en science-fiction, en hard SF, t'as la suspension d'incrédulité du lecteur. Et pour moi, en fait, c'est un parti pris qui est accepté par vous et moi, que le monde n'existe plus tel qu'on connaît et qu'il y a eu des changements. Mais en fait, le pourquoi on en est arrivé là, ça serait un roman à part entière. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on s'intéresse aux conséquences de l'après, à la reconstruction, à comment les gens vivent dans ce monde-là, plutôt que comment on en est arrivé là. Et en fait, je me suis posé la question de dire, en fait, j'avais écrit des passages où Feral lisait des livres, enfin elle retrouvait des livres et où il y avait des explications, mais en fait je me suis dit c'est pas intéressant parce que c'est pas le propos. Le propos c'est comment ces gens-là ils survivent, et en fait ouais, c'est vraiment déplacer la question dans un autre univers, et c'est un peu comme ce qu'on fait en SF traditionnel, c'est-à-dire de mettre un autre prisme pour pouvoir aborder la question. Et en fait même eux, à un moment ils le disent, elle dit qu'elle a vu certains mots dans des histoires que Lottie lui a racontées, de livres qu'elle a lus, mais en fait pour eux ça n'a pas de sens. Une ville, elle dit à un moment, elle dit oui, Lottie m'a dit que il y avait des villes avec des milliers d'habitants, et pour elle c'est inconcevable, elle n'avait jamais vu plus de 30 personnes au même endroit de toute façon. Donc, et du coup en fait, est-ce que c'est vraiment intéressant de développer le propos de comment une civilisation s'effondre pour des gens pour qui ça ne veut rien dire? Donc en fait ça les concerne pas. Donc, et même je pense que j'aime beaucoup l'idée des archivistes et des choses comme ça, je trouve que c'est un truc qui est hyper intéressant, il y en aura toujours, je pense que c'est vraiment un truc qu'on a,
Mais là, en fait, on est dans un monde où la survie est tellement prenante tout le temps, en fait, c'est un truc de chaque instant. Ils n'ont pas le temps de se poser ces questions-là. En tout cas, en dehors de Tonnerre. Et c'est pas, je trouvais que ça allait rien leur apporter de savoir qu'il y avait eu 2 apocalypses nucléaires, une guerre mondiale entre la Chine. Enfin, pour eux, ça veut rien dire de toute façon. C'est déjà tellement loin, et c'est tellement loin de leur vie aujourd'hui que c'était pas utile de le mettre dedans. Non, puis ces genres de choses, ça peut servir pour pas reproduire, mais vu Oui, que voilà. les sont, ça va pas se Ouais, non, il reproduire. va pas se produire grand-chose parce que tu vois, pas forcément chose. Donc ils sont tranquilles à ce niveau-là. On en parlait tout à l'heure avant que la soirée démarre. Pour moi, Tonnerre a un point commun avec un roman d'Emily St. John Mandel, Station Eleven, c'est qu'on a cette troupe de théâtre qui va de zone habitée en zone habitée pour transmettre les nouvelles. Donc même dans un monde aussi sombre, tu imagines cette touche de presque légèreté. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve des fois de temps en temps, des choses comme ça. Ça te paraît... T'imagines que oui. Ouais, ça me paraît pas réaliste. Ça me fait penser à 2 choses. Déjà, ça me fait penser à que c'est un hommage à Estelle et à Porcelaine. Et en fait, ça me fait penser avant d'écrire son roman, il y avait une nouvelle qui s'appelle Foudre, qui est dans le même univers. Et en fait, on faisait un peu la même chose, sauf qu'on suivait ce que j'appelle un crapauteur. En fait, c'est un coursier qui se déplace de ville en ville pour donner le courrier. Et en fait, dans cette version de ce monde-là qui se passe en fait un peu avant, je m'étais dit, mais en fait, c'est sûr que des gens qui sont séparés, ils auront quand même envie de communiquer. Je pense que la communication, elle est inscrite en nous, donc forcément, il y aura ce truc-là de se dire, on va s'écrire des lettres, on va se transmettre des nouvelles. Alors qu'en fait, c'est complètement futile de faire ça dans un monde où tout le monde est en train de crever. Mais je ne vois pas arrêter de faire ça. Et pour répondre à ta question, j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc ça va être un peu embêtant. Ah oui, Émilie, ça me demandait. Oui, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et ben ouais, je pense que c'est un truc qu'on n'arrêtera pas de faire parce que l'être humain est fait pour raconter des histoires. Après, donc c'est moins développé que vraiment dans Station Eleven, il y a tout un propos sur ça. Mais là, j'avais vraiment envie quand même de se dire que, en fait, pour moi, vraiment le post-apo, contrairement à ce qui est plutôt la vie générale, c'est pas du tout déprimant. Je trouve que c'est vraiment la littérature de l'espoir. Parce que ça montre quand même que, même quand tout va vraiment très très mal, et là ça va vraiment très 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 mal, ben, il y a quand même des choses bien. Il y a quand même des moments sympas. En fait, tout n'est pas noir tout le temps, comme tout le monde n'est pas un connard tout le temps, ou quelqu'un d'un ange tout le temps, tu vois. Il y a des nuances tout le temps. Et de montrer ces trucs-là, de dire, ben voilà, là, ils vont tous se retrouver, et on va leur raconter une histoire, une légende, et en fait, ils vont passer un bon moment. Enfin, alors, sauf Héral, ils passent pas souvent des bons moments, mais en fait, on peut pas vivre tout le temps sur la corde raide de je vais mourir demain. En fait, il y a forcément des moments de répit, et ce serait pas crédible de pas les montrer. Et puis ça donne un peu de respiration aussi au milieu de tout ce chaos horrible de gens qui meurent. On trouve aussi, alors on ne s'est pas trop développé, mais la question du cirque. Est-ce que fric et cirque c'est absolument indissociable? Je pense que oui. Mais après, parce que moi j'aime bien ça. Je trouve que c'est intéressant. Mais c'est vrai que pour moi, alors en fait, j'appelle ça le cirque parce que Féral vient de là-bas. Mais dans mon esprit, c'est presque plus une troupe itinérante aussi, qui va raconter des histoires, faire des choses. Je les vois bien faire des spectacles d'ombre chinoise, des choses un peu. Parce qu'ils n'ont pas grand-chose en fin de compte. Mais c'est vrai que en fait, je me vois. Après, peut-être que ça aurait été plus crédible encore dans un monde plus proche de la fin du monde que là où on est rentré loin. Me dire que ces premiers mutants, on a envie de les exhiber parce que c'est bizarre et que c'est étrange et que ça suscite quand même de l'intérêt, une certaine fascination, horreur un peu étrange. Et je me dis que, ouais, en fait, des gens mal intentionnés qui verront un moyen d'utiliser les autres, il y en aura toujours. Et c'est pas le propos dans ce truc-là parce que c'est un autre propos, mais c'est intéressant de montrer qu'en fait, il se passe des choses dans ce monde-là et que ouais, les gens vivent quoi. Et il y a des gens qui vont sauver des gens, il y a des gens qui vont utiliser d'autres personnes. Et voilà, quoi. Oui, puis ce cirque il a peut-être démarré comme ça. Oui, voilà, puis ça se trouve après c'est devenu autre chose, voilà. Et puis ça se trouve ils sont tous morts, et puis on ne sait pas. La famille du sang, la famille reconstruite, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous tes romans. Oui. C'est vraiment... c'est une volonté consciente de les mettre, ou bien c'est comme ça, tu peux pas t'en empêcher? Non, je peux pas m'en empêcher, je crois. Parce que je conscientise pas trop les thèmes que je vais aborder quand j'écris. Si le monstre, ça je savais parce que c'était une figure très fascinante, et puis il y a tout un mythe d'une créature qui revient que je voulais explorer. Mais la famille, c'est vrai que moi ça me fascine parce que quand j'étais jeune, il y a 10 ans là,
j'ai rencontré une fille dans une salle de sport et elle m'a dit un truc qui m'avait trop choquée. Elle m'a dit mais moi j'ai jamais été proche de ma sœur, ça fait que depuis que on n'est plus à la maison toutes les deux qu'on arrive à être ensemble et qu'on s'entend bien. Et pour moi c'était inconcevable parce que je suis très proche de ma petite sœur, on a toujours tout fait ensemble parce qu'on n'avait pas de cousins, il y avait que nous deux, on était super proches. Et en fait j'ai découvert qu'à 23 ans qu'il y avait des gens pour qui c'était pas le cas, tu vois. Et ouais, je vivais dans un monde très protégé. Et vraiment, mais pas forcément parce que ça se passe mal, c'est juste qu'en fait, ils s'entendaient pas. Enfin, il n'y avait pas ce lien. En fait, pour eux, c'était pas naturel, comme pour moi, c'était évident que ma soeur, j'allais aller me jeter dans les griffes du premier monstre venu pour la sauver, quoi. Et après, j'ai découvert des gens aussi qui, bah, du coup, ce trope un peu de fin de famille, tu vois, j'ai découvert ça super tard. Et je trouve ça, en fait, pendant longtemps, ça m'a semblé très étonnant. Parce que, en fait, comme j'avais déjà une famille très soudée, bah, en fait, j'avais des amis. Mais j'avais pas ce sentiment-là vraiment de les remplacer par d'autres personnes. Et après, j'ai rencontré des amis qui sont devenus un peu comme des sœurs pour moi et j'ai compris. Et je trouve que c'est hyper intéressant de se dire qu'en fait, même si on est dans un endroit où il n'y a rien qui va, on peut trouver ce qui nous manque ailleurs. Et que parfois, le sens, ça peut être très important. Par exemple, Violente, elle a besoin de trouver cette famille de sang pour comprendre qu'en fait, elle peut aussi s'en affranchir. Mais qu'elle peut l'aimer aussi malgré tous ses défauts et malgré tous ses travers. Et qu'en fait, on peut choisir et qu'on peut se construire ce monde-là. Et je trouve qu'il y a toute une dynamique de construction où en fait, en plus, Ferra et Lottie, c'est vraiment je t'aime moi non plus. Elles sont codépendantes et en même temps, elles s'en mettent plein la gueule tout le temps. Mais ça marche bien. Et je trouve que c'est une belle façon de se dire qu'en fait, on n'est jamais vraiment tout seul. Il y a toujours quelqu'un pour nous quelque part pour se créer cette famille-là. Et moi, ça, je trouve ça vraiment trop cool, quoi. Parce que moi je me dis j'ai eu la chance d'avoir une famille trop chouette et en plus j'ai des amis trop chouettes donc je trouve ça cool de dire qu'il y a toujours quelqu'un pour nous quelque part, quoi. On retrouve aussi la thématique des origines. Ouais, parce que ensemble. Voilà, parce que là pour le coup Feral elle a beau avoir une nouvelle famille, ce qui est important pour elle c'est savoir biologie. Un peu comme Mina dans Les Noces qui veut absolument savoir pourquoi elle. Et Feral aussi elle a besoin de comprendre, mais en fait je comprends parce que moi je crois vraiment à ce truc qui dit on a besoin de savoir d'où on vient pour savoir où on va, dans le sens où en fait ça peut être libérateur de savoir pour s'affranchir. Et une fois qu'on sait, en fait c'est comme quand on est malade. Tant qu'on ne sait pas, on peut tout envisager et surtout on ne sait pas quoi faire. Et une fois qu'on a le nom, mais même pour des trucs graves, en fait on sait quoi faire. Et du coup c'est plus facile d'aller de l'avant quand on sait, parce qu'on peut mettre des mots sur un trauma ou sur une maladie et se dire ok c'est quoi le plan d'attaque maintenant pour soit aller mieux, soit vivre avec ce truc-là. Et c'est vrai que je trouve que c'est important de comprendre ça. Enfin, en tout cas, moi j'ai vu des psys, mais moi ça m'a vachement aidé et je me dis, je pense que c'est important, pas forcément d'accepter, mais de comprendre. Et c'est quelque chose que je fais tout le temps. Non, plus normalement, on parle de ça. La quête des origines. Ce qu'on retrouve beaucoup aussi en post-apo et qu'on évoque un peu là, mais pas. C'est la figure du gourou. Ah oui. On a quand même souvent ça. Est-ce que les gens ont besoin de suivre quelqu'un, surtout quand c'est la fin du monde? Ben, il y en a. Il y a Ruben un peu. Bah oui, c'est pour ça. Il n'y a pas de gourou. Ouais, mais en fait, je voulais faire un gourou qui échoue. Oui. Un peu. Qui essaye. Je pense que particulièrement dans les cas où vraiment il n'y a rien qui va, et je pense qu'on a besoin de. Je suis pas sûre que ce soit très bon, mais je pense qu'on a besoin de ces leaders charismatiques pour en fait enclencher le mouvement. Et en fait, c'est un peu ce problème. J'en parlais en conférence le week-end dernier avec Étienne Funja, Kinge d'ailleurs on dit, et où je disais en fait, il y a un effet sociologique qui a été découvert pendant un meurtre aux États-Unis, et je me rappelle pas c'est quoi le nom, mais c'est l'effet Cat ou un truc, c'est le nom d'une nana qui s'est fait assassiner de manière hyper brutale dans un immeuble aux États-Unis dans les années 60 ou 70. Vraiment, elle s'est fait ouvrir le torse, vraiment c'était hyper glauque. Et en fait, elle était dans un hall d'immeuble. Et tout le monde l'a entendu, parce que quand les flics sont venus le lendemain matin, avec ce corps là, à moitié décapité, il y en avait partout, ils sont allés frapper aux portes de tous les gens de l'immeuble, et tout le monde a dit ah bah oui, j'ai entendu. Ouais. Et ils leur ont dit mais pourquoi vous ne nous avez pas appelé? Parce que ça a duré 25 minutes. Ils l'ont entendu hurler pendant 25 minutes. Et ils ont tous dit non mais quelqu'un allait le faire. J'ai pensé que quelqu'un allait le faire. Et en fait il y a une inertie de la masse comme ça qui ne fait rien parce que, et en fait on le voit dans le métro quand quelqu'un se fait agresser ou voler, tout le monde se dit non mais quelqu'un va réagir. Et en fait tout le monde se dit ça. Et plus on est nombreux, plus on se dit ça. Et en fait personne ne fait rien. Et en fait on a besoin de ces leaders qui vont impulser ce mouvement
que nous, en tant que masse, on n'est pas capable d'avoir. Et je pense que c'est pour ça qu'on en aura toujours. Mais je pense pas que ce soit bien. Je pense qu'il faudrait qu'on prenne nos responsabilités. mais je pense que ouais, c'est un peu un inévitable. Et puis après, c'est des figures qui sont hyper intéressantes à exploiter parce que c'est fascinant d'avoir des gens comme ça qui sont capables de driver les gens et de leur faire des choses que fondamentalement ils sont totalement contre, mais ils vont le faire quand même, quoi. Je trouve qu'il y a un mécanisme d'abandon un peu qui est assez fascinant. Et je me dis, on est potentiellement tous. On peut tous être soumis à ça un jour. On rencontre des gens comme ça qui nous fascinent et on pourrait tout faire pour eux, quoi. Jeudi prochain, notre atelier d'écriture porte sur la description de l'univers. Les tiens sont tous basés en partie sur notre monde, mais ils sont aussi très différents de notre monde. Comment est-ce que tu travailles l'univers? Est-ce que l'univers donne l'histoire ou l'inverse? Et voilà. En gros, c'est ça. Alors, ouais, je sais pas trop, c'est un truc que j'ai pas trop réfléchi sur comment je fais mes univers. Je pense que, en fait, j'avais déjà écrit cette nouvelle Foudre qui se passe dans le même univers, et donc je savais que je voulais un monde où il y avait beaucoup de pluie et beaucoup de cendres. Vraiment, où c'est très stérile comme monde, en fait, tout a cramé, il ne reste pas grand chose. Parce que je voulais qu'il y ait une contrainte forte en termes d'environnement, pour qu'on comprenne que, en fait, aucun endroit n'est sûr. Parce qu'en fait, donc, il pleut de manière régulière de l'eau acide, donc les gens sont obligés de se protéger dans des structures, sauf qu'en fait, il ne reste pas grand-chose, donc ils sont obligés de se regrouper en communauté et de trouver des moyens de pallier à ça, et notamment dans Tonnerre, en fait, ils couvrent les rues avec des bâches cirées ou avec des restes de tôle, en fait, pour pouvoir marcher comme sur des arcades pour se protéger de la pluie. Ça marche pas très bien, mais ils essayent. Et en fait, je trouvais que c'était intéressant parce que ça permettait de donner une ambiance encore plus pesante à cette ville où en fait, on a l'impression qu'on rentre dans la ville, mais en fait, on rentre comme dans un souterrain et tout est abrité et du coup sombre et humide et un peu poisseux comme ça. Et ça permettait de vraiment donner une ambiance vraiment très de marais, un peu glauque, et où forcément rien de bien ne peut vraiment sortir de ça. Et c'est quelque chose, pour le coup, par contre, qui n'a pas drivé l'histoire, mais qui a été important dans Les Oubliés de Lama, où, en fait, quand j'ai créé Lama, donc il y a une station qui orbite autour de Jupiter, je me suis dit, mais du coup, comment je fais dans un monde où il n'y a ni jour ni nuit, où l'air est limité, où il faut recycler les fluides et tout ça. Et du coup, là, j'avais dû vachement réfléchir à comment faire ça, beaucoup plus que là où, en fait, pour les grands espaces, je me suis beaucoup inspirée de la photographie du livre d'Eli. Je sais pas si vous avez vu ce film. C'est un film de post-apo avec Denzel Washington, qui est très bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et en fait, on a ces grands espaces où vraiment il reste rien et c'est plein de poussière et tout. Donc ça, c'est l'extérieur, quoi. Et pour Tonnerre, j'avais vraiment cette idée de ville où on rentre et en fait, il y a ces gratte-ciels qui restent. Mais en fait, tout le monde vit cloîtré sous ces espèces de bâches comme ça pour se protéger parce qu'en fait, il peut pleuvoir n'importe quand et tout est toxique et il faut essayer de survivre. Et ça, c'était intéressant à exploiter d'un point de vue temporel pour les personnages parce qu'en fait, ils ne peuvent pas se déplacer beaucoup. Et du coup, ça concentre l'action sur certains lieux. Et c'était intéressant, je trouvais que ça fait presque comme un huis clos quand on rentre dans Tonnerre, on est vraiment oppressé, dans les Tonnerres, on est très oppressé et ça permet en fait à chaque fois d'enfoncer un peu plus la tête du lecteur dans l'horreur de ce monde-là, parce qu'au début on est dehors, après on rentre dans Tonnerre, après on rentre encore dans Tonnerre, et en fait il y a tous ces niveaux, toutes ces villes dans les villes, dans les villes, dans les villes, qui permet encore plus de donner un sentiment d'étouffement au lecteur. On continue sur le travail d'autrice. Peux-tu nous parler un peu de ce que ça apporte d'avoir un bêta lecteur? C'est la vie. Trouvez-vous un Jérôme. Qu'en plus tu dois partager. Oui. Moi ça va. En fait, c'est plutôt. Oui, c'est moi qui lui ai pris. D'accord. Pour moi, en fait, on me demande souvent de donner des conseils d'écriture et mon seul conseil c'est trouvez-vous un bêta lecteur. Et faites de la bêta lecture. Vraiment. Parce que moi ça a changé ma vie. Vraiment. Alors j'avais une autre bêta avant Jérôme qui était aussi exceptionnelle. Mais vraiment là je trouve. En fait on apprend plus en faisant la bêta des gens qu'en en se corrigeant nous-mêmes. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, on peut plus, on n'a plus le recul sur. On a tellement la tête dedans, en fait, c'est impossible de voir, ne serait-ce que des répétitions des mots sur 2 lignes. Hein. Et un bon bêta, et ou un bon éditeur,
est censé nous aider à, en fait, à avoir ce recul-là. Et voilà, vraiment, pour moi, la bêta, c'est la partie essentielle. J'enverrai jamais un texte à mon éditeur qui n'est pas passé par mon bêta lecteur. Parce qu'en fait, je sais il va déjà m'aider à tirer le mieux de ce que je peux faire. Et il va voir ce qui manque, parce qu'il me connaît bien aussi, mais il va voir ce qui manque. Et vraiment, mon seul conseil, c'est trouvez-vous des gens qui écrivent à peu près à votre niveau. Oui, c'est ça que je voulais dire. À peu près à votre niveau. Auteur aussi. Comme ça, vous allez progresser aussi ensemble. Et c'est trop riche, quoi. Franchement, moi, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est ça. Et après, d'avoir un groupe d'écriture aussi, où on écrit on n'écrit pas à plusieurs, encore que ça nous arrive parfois, mais où on peut juste aller dire ah bah aujourd'hui j'ai rien écrit, j'y arrive pas, ou ah tiens là j'ai écrit un truc, je suis contente, ah je suis à tel endroit dans mon manuscrit. En fait, moi je trouve pas que l'écriture soit solitaire du tout. En tout cas, j'ai découvert que c'était pas du tout solitaire, et c'est vachement mieux depuis que ça l'est plus. Et vraiment d'avoir un bêta, d'ailleurs en plus Jérôme je l'ai vu hier, pour lui donner son exemplaire de tonnerre. Et je lui ai dit, ah tiens, j'ai eu une idée pour mon manuscrit en cours et je voulais avoir ton avis. Je n'ai pas fait lire, je lui ai juste dit, tiens, je pense que dans ma première partie, je devrais rajouter tel événement et raccourcir le truc, qu'est-ce que t'en penses? Et on a parlé de ça pendant une demi-heure et je suis repartie trop contente et ça va être trop fluide parce qu'en fait, ouais, il a cette vision distanciée, il n'a pas cette émotion-là que moi j'ai quand j'écris, où tout me paraît horrible, où il n'y a rien qui va, où de toute façon je ne vais jamais y arriver et puis je ne sais même pas pourquoi j'essaye. Et lui il me dit, non mais en fait ça va, t'inquiète. Ça va bien passer, fais ça, on regardera. Et il a cette distance, il a ce sang-froid que moi j'ai plus. Et je pense que c'est hyper précieux. Et vraiment, ouais, c'est mon seul conseil d'écriture. Le premier, c'est lisez. Et le deuxième, c'est trouvez-vous un bêta lecteur. Alors, on va passer aux questions du public. Est-ce que vous avez des questions? N'ayez pas peur. Il en a. Oui. C'est bien ça. Alors, du coup, vous êtes essayé à plusieurs genres différents. Et je me demande si, par hasard, vous auriez rencontré des difficultés particulières dues au fait de changer de style, de devoir changer de style comme ça. Ben non. Non, pas vraiment. Après, c'est particulier parce que Rouille et les oubliés de la main, en fait, ça parle de science. Et c'est mon domaine, parce que je suis ingénieur. Donc du coup, je savais de quoi je parlais. Pour les noces, ça aurait pu être plus compliqué parce que je n'étais pas encore allée au Japon quand j'ai écrit le premier G. Mais en fait, ça faisait tellement longtemps que cette histoire-là, elle était en train de maturer qu'elle est sortie vraiment. J'ai pissé du cygne, quoi. Vraiment, c'était une évidence d'écrire cette histoire-là. Par contre, j'ai quand même un peu galéré parce que dans les noces, il y a 2 histoires en parallèle à 2 périodes différentes. Donc du coup j'ai dû faire des plans hyper détaillés de mes 2 timelines avec les événements qui se répondaient pour être sûr que tout était au bon endroit, et ça a été hyper long. Et d'ailleurs avec Jérôme je crois qu'on a passé 8 mois à corriger ce bouquin et on n'en pouvait plus parce que chaque fois il y avait des petits machins et tout, il fallait que tout soit bien carré quoi. Et ça c'était un peu, ça m'a pris du temps, mais ça n'a pas été difficile parce qu'en fait j'étais tellement contente d'écrire cette histoire que bon voilà. Et après pour Tonnerre, non, parce que moi j'adore le post-apo, vraiment je pense que c'est mon genre préféré. Et j'avais super hâte d'en écrire, en même temps très peur parce que j'avais peur de me foirer. Mais pour le coup, j'avais des très bons éditeurs qui eux connaissaient aussi très bien le genre, enfin Simon connaissait très bien le genre. Et du coup, il m'a posé cette question assez incroyable qu'on m'avait jamais posée. Enfin qu'un éditeur m'avait jamais posée avant. C'est qu'il m'a appelé après avoir lu le premier jet, il m'a dit c'est quoi l'histoire que tu veux raconter en fait? Qu'est-ce que tu veux dire avec cette histoire-là? Et une fois que j'avais eu écrit tout ça, ben, c'était beaucoup plus clair. Je lui ai dit, bah en fait, je vais pas vous le dire, mais je vais vous spoiler. Et donc je lui ai dit. Et en fait, à partir de là, il m'a guidée pour arriver vraiment à ce que j'avais dit que je voulais écrire. Et c'est passé par des phases parfois difficiles quand il m'a dit, ah, tu sais quoi, on va réécrire, enfin, tu vas réécrire 6 chapitres entiers. J'étais là genre, ah ouais, en fait, j'ai pas hyper envie de faire ça. Il fait, oui, mais je pense que c'est mieux. Je fais, bon, bah d'accord, alors. Et en plus, c'était à la fin, c'était dans la partie 3, j'en pouvais plus, je commençais à être fatiguée. Mais en fait, et tiens, pour reprendre ce qu'on disait sur les bêta-lecteurs, choisissez bien vos bêta-lecteurs, comme vous choisirez bien vos éditeurs après, si jamais vous écrivez. Parce que pour moi, en fait, il y a vraiment une relation de confiance absolue qui doit se tisser entre vous. Parce que justement, vous êtes plus capable de voir, enfin moi en tout cas, je suis plus capable de voir au bout d'un moment ce qui est bon, ce qui est pas bon, où j'en suis. Et en fait, il faut que je puisse écouter vraiment les yeux fermés ce qu'on va me dire. Et si mon éditeur me dit non mais ça c'est pas bon, il faut faire ça, je peux pas passer 3 semaines à me dire non, est-ce qu'il a raison? En fait, s'il me le dit, c'est parce qu'il veut que le roman soit le meilleur possible, il veut m'amener au meilleur endroit possible, donc il faut que je lui fasse confiance, je ne veux pas remettre en question tout ce qu'il me dit. En tout cas, moi, j'ai besoin de fonctionner comme ça. Et avec Jérôme, je fais ça. Ou s'il me dit, comme la dernière fois, il n'y a rien qui va, reprends tout. Je ne veux pas me dire, en fait, je peux pleurer pendant une demi-heure, mais après, je dois me dire qu'en fait, il a raison,
et qu'il a vu ce que moi je pouvais pas voir, et donc je remets pas du tout en question ce qu'il va me dire, quoi. Et ça, c'était plus difficile que d'imaginer des choses. Et du coup, ça m'amène à vous demander, est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y a un élément auquel vous teniez absolument et où du coup vous êtes battu jusqu'au bout pour le conserver dans le roman? Alors, j'ai pas eu à me battre trop, mais il y avait des choses. Alors, dans Tonnerre, on m'a rien enlevé. Mais dans Les Oubliés de la Maille, il avait été question à un moment de retirer toute la partie du milieu dans la bibliothèque. Donc il y a une grosse partie quand même, qui était ma partie préférée. Et donc quand mon éditrice après m'a dit, oui j'ai tout lu, peut-être qu'on va devoir enlever ou raccourcir cette partie-là. Et moi j'étais là, je disais rien, je serrais les dents, j'étais là genre, en mode genre ça n'arrivera pas. Je me battrais bec et ongles. Et bon, au final on l'a pas fait, mais là je suis remontée au créneau. Il y a des choses que j'ai enlevées dans Les Noces, qui sur le coup qui m'ont un peu gênée, mais qui m'avaient pas paru grave. Et après coup j'ai regretté d'avoir accepté. En fait, il y avait tout un mini arc secondaire où on parlait vraiment du fait que Mina se faisait vraiment harceler à l'école. Il y avait un personnage qui la harcelait, qu'on retrouvait à plusieurs étapes et qu'on voyait évoluer et ça parlait de harcèlement scolaire, quoi. Et en fait, l'éditrice à l'époque trouvait qu'il y avait déjà beaucoup de choses dans le roman et beaucoup de thèmes, donc on a enlevé ce truc-là. Et en fait, après coup, je me suis dit, mais en fait, c'était pas grand-chose et on aurait dû laisser parce que ça colorait aussi le livre et c'était intéressant. Donc j'ai un peu ce regret-là. Mais pour le reste, j'ai pas eu à me battre, donc c'est plutôt cool. D'accord. Du coup, j'avais une seconde question, même si vous en avez un petit peu parlé vis-à-vis de la création de l'univers. Est-ce que vous utilisez une méthode particulière pour la création de l'univers, une classification d'informations, des fiches de personnages, et est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui motive aussi les thèmes que vous abordez dans vos écrits? Alors, ma méthode d'écriture est la même que celle de ma vie. Ça s'appelle le chaos organisé. Ou plutôt une organisation psychologique. Moi, je fais pas de fiches de personnages, j'ai horreur des fiches de personnages. Mais parce que, pareil, j'ai conscientisé très récemment que pour comprendre mes personnages, j'avais besoin d'écrire le premier jet. Donc en fait, j'écris un premier jet qui... En fait, je fais un plan. En fait, je sais toujours d'où je pars et où je viens. Et plus ou moins ce que je vais mettre au milieu. À partir de ça, je construis un plan hyper précis que je ne vais pas du tout suivre. Mais j'ai besoin qu'il soit là. Parce que parfois, il y a quand même des trucs que je veux absolument mettre dedans. Donc il faut que je puisse rattacher les wagons jusqu'à la fin, qui, elle, ne change jamais. Je modifie jamais une forme. À fin, c'est le seul truc qui ne change jamais. Et en fait, souvent, maintenant, je me suis rendu compte que c'est quand j'arrivais à la fin du premier jet que j'avais compris, en fait, qui étaient vraiment mes personnages. En fait, au début, j'ai vraiment une idée de ce que je... En fait, j'ai une idée de qui ils sont, et je sais où ils vont arriver, mais j'ai une idée de comment ils vont arriver à cet endroit-là. Et en fait, en cours de route, je me rends compte que bah, c'est pas du tout ça que j'avais prévu. Enfin, en fait, je les crée, en fait, j'ai besoin de les faire vivre pour les comprendre, quoi. De les mettre face aux situations et de les voir réagir pour comprendre vraiment qu'est-ce que je veux dire avec eux, qu'est-ce que j'ai besoin de dire. C'est pour ça que je réécris beaucoup, j'ai beaucoup de corrections. Mais voilà, donc c'est une espèce de chaos comme ça, là. Et pour l'univers, généralement, je le construis à la correction. C'est-à-dire qu'en fait, je sais les grandes lignes de l'univers et ce que je mets dedans. Par exemple, je connais... C'est comme un stream de magie. Je connais les contraintes. Donc, par exemple, là, il pleut tout le temps. Tu peux pas rester dehors quand il pleut. Il n'y a rien à manger dehors. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Mais les détails, je les fais une fois que je les ai vus évoluer dans ce truc-là. Et après, je rajoute les couches de ce qui manque parce que j'ai compris dans quels univers aussi ils évoluaient. Enfin, elles, c'est toujours des filles. Et donc, je construis en couches comme ça. Généralement, il me faut un premier jet. Moi, je fais une correction et une correction avec mon détail. Et après, c'est bon. D'accord, c'est plutôt rassurant. Du coup, si vous avez un conseil à donner à un auteur qui souhaite aussi faire publier un roman, trouvez un bêta lecteur. Trouvez un bêta lecteur et n'ayez pas peur d'envoyer. Okay. Allez-y. En vrai, au pire, ils vont dire moi, on m'a dit aussi 2 fois pour oui. Et au final, si le texte est bon, il sera pris. Enfin, il trouvera sa maison, quoi. Donc il ne faut pas avoir peur. En plus, maintenant, il y a plein de concours super chouettes qu'il n'y avait pas il y a 5-6 ans. Les concours à jouer, il y a les concours gagnants, enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de forums qui sont créés, il y a plein de Discord, d'écrivains. Allez vous confronter aussi aux autres, trouvez des gens qui font la même chose que vous, qui écrivent, lisez. Voilà. Il n'y a pas de méthode, en fait. Pour écrire, il n'y a pas de méthode, il n'y aura que la vôtre qui marchera. Et en plus, elle va changer. Donc n'ayez pas peur. Ce qui marchait au début ne marchera plus après. Et c'est pas grave, ça veut juste dire que vous avez appris des choses et que maintenant vous allez apprendre d'autres choses, quoi. Enfin, je pense en tout cas. Et ouais, pour publier, il faut
faut y aller quoi. D'accord, merci. Et une dernière. Est-ce que vous étiez projetée en tant qu'autrice quand vous étiez enfant? Et quelle place occupe l'écriture dans votre vie, étant donné que vous avez fait des études d'ingénieur? Est-ce que vous considérez ça comme quelque chose de plus ou moins important? Je vais déprojeter autrice parce que j'ai toujours, quand depuis que je suis petite, j'ai dit que je vais écrire des livres. Mais je n'avais pas compris ce que ça voulait dire d'être autrice. J'avais compris qu'il fallait les écrire. J'avais pas compris qu'après il fallait faire plein d'autres trucs derrière, genre les corriger, aller en salon, être fatigué, boire beaucoup de bière. J'avais pas compris tout ça. Donc je dirais que je m'étais projetée parce que c'était mon rêve et que c'était ce que je voulais faire. Mais j'avais aucune notion de ce que ça voulait dire en fait écrire un livre quoi. Et quand j'ai voulu commencer à écrire, donc c'était en 2014, mon Dieu ça fait 10 ans, en 2014, je me suis dit, j'écris Vallonnet comme je dis sur des forums, je faisais des trucs et tout, mais en fait à un moment je me suis dit ok maintenant en fait il faut, un livre de toi ne va pas apparaître un jour comme ça de nulle part, il va falloir le faire quoi. Et là je me suis dit, vraiment je me rappelle, je me suis dit mais je sais même pas ce que je veux écrire. Enfin, si, je sais ce que je veux dire, mais je sais pas sous quelle forme ça doit se faire, est-ce que ça doit être du fantastique, est-ce que ça doit être... Pendant très longtemps, j'étais cette petite parisienne de base vraiment détestable qui pensait qu'il y avait que la littérature blanche qui existait, alors que je ne lisais que du genre. Hein. Et je me suis dit, en fait, si je veux qu'on me prenne au sérieux, il faut que j'écrive de la blanche, il faut que j'écrive du contemporain et tout. Je vais jamais essayer parce qu'en fait, je sais que c'est pas pour moi, mais dans ma tête, c'est comme ça, donc je pouvais pas écrire. Et vraiment, un jour, je me suis dit, mais en fait, il faut le faire, quoi. Et c'était vraiment, je me suis dit, mais par où on commence en fait? Qu'est-ce qu'on fait quoi? Et à ce moment-là, je me suis dit, mais impossible, je n'ai pas les épaules, j'ai pas le vécu d'écrire un roman, c'est impossible. Donc, j'ai commencé à écrire des nouvelles. Et j'ai pris tous les appels à texte qui venaient, tu vois, pour écrire quoi, pour trouver vraiment. Et là, j'ai compris ce que ça voulait dire écrire. J'ai compris que c'était difficile. Parce que j'ai pris 20 nouvelles rejetées d'affilée, quoi, bam, 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 comme ça, quoi. Et là, j'ai appris énormément de choses en me faisant recaler à chaque fois, tu vois. Je me dis, ah ouais, mais en fait, c'est normal. Parce que quand je revoyais les textes revenus, je me dis, mais en fait, il n'y a pas d'histoire. Ah, mais il n'y a pas de structure. Ah, mais tes personnages, ils n'ont pas de. Tu vois. Et j'ai appris comme ça, en me ramassant. Et à un moment, je me suis dit, ah, ça y est. Maintenant, je sais, j'ai trouvé des outils, alors que j'utilise plus, par exemple, j'utilisais pas mal la méthode Flocon sur mes 2 premiers romans. Et maintenant, en fait, c'est rentré dans un processus qui a été remâché à ma sauce, qui fait que j'ai plus besoin d'aller relire la méthode Flocon comme je faisais au début, tu vois. Et j'ai pris tous ces outils-là et je les ai digérés pour en faire mes trucs, quoi. Mais vraiment, quand j'étais petite, je me rendais pas compte de ce que ça voulait dire écrire un livre. Mais c'est normal, enfin, j'avais 10 ans, quoi. Et après, ça c'est une question qu'on m'a souvent posée, de me demander si j'allais arrêter de travailler pour écrire. Et moi, pour l'instant, je me vois pas du tout faire ça. Je me vois peut-être passer en classe 5e d'ici quelques années. Mais moi, j'aime trop mon travail. En fait, c'est bizarre à dire, mais en fait, j'ai besoin d'être stimulée mentalement beaucoup. Et dans mon travail, je le suis beaucoup en tant qu'ingénieur. Et j'ai très peur que si j'arrêtais de travailler, en fait, je m'ennuie à être chez moi et juste à lire des livres. Alors que des fois, je me dis, putain, ça serait trop bien que je puisse passer mes journées juste à lire des livres. Mais en fait, je me dis, si j'avais pas cette stimulation intellectuelle-là, qui parfois m'aide à débloquer des trucs dans mes romans, parce que je suis en train de faire autre chose et tout d'un coup, je me dis, ah, mais oui, bien sûr, il faut que Tartampion fasse ça avec machine, quoi. Parce que ça tourne en tâche de fond et ça me donne une liberté de pouvoir processer mes idées inconsciemment, quoi. Et en fait, j'ai peur de m'ennuyer. Et en plus, j'ai peur que écrire devienne une corvée et un fardeau. Dans le sens où en fait, je me dis, en fait, si je publie pas, j'ai pas d'argent. Non, mais c'est vrai, je ne mange pas, quoi. Et du coup, j'ai peur que ça devienne. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens que je connais. Je pense à Adrien, à Betty, à Estelle aussi, qui font ça à plein temps, qui ont abandonné leur métier pour faire ça à plein temps, en fait. Parce que je me dis, il faut vraiment une force mentale de... Bon, après, c'est plus absolument, mais de se dire, en fait, je vais pas laisser des histoires d'argent, enfin, je vais pas perdre cette passion juste parce qu'en fait, si j'écris pas, je mange pas, quoi. Et je pense que ça doit être super dur au quotidien d'avoir cette pression de se dire, mais en fait, si j'écris... Déjà, moi, je l'ai que si je me dis, si j'écris pas, je suis en retard sur toutes mes deadlines. Je suis tout le temps en retard sur toutes mes deadlines et ça me crée des angoisses à pas dormir la nuit pendant des semaines. Et si en plus, j'avais que ça à faire, à me dire, je n'écris pas et je vais pas manger et mes deadlines, je pense que j'arrive pas. Donc non, moi j'aime trop mon taf, en plus je fais des trucs trop cool. Ça nourrit mes histoires, tu vois, dans Les Oubliés de Lama, je parle de mon travail.
Et je trouve que c'est un bon équilibre. Là, c'est un peu difficile parce que je bosse beaucoup et trouver un rythme, c'est pas toujours facile. Mais quand j'y arrive, c'est hyper cool parce que je peux passer de l'un à l'autre. En plus, je rencontre des gens hyper intéressants dans le cadre de mon boulot aussi qui me donnent plein d'idées et c'est super chouette. Et puis le contraste entre les deux fait que chaque activité a ses... Ouais, c'est ça. Et je m'ennuie jamais, quoi. Ouais. Ok, bah merci beaucoup. Merci. Est-ce que ceux qui n'ont pas osé tout à l'heure ont des questions? Peut-être sur Instagram? Il n'y a pas de questions sur Instagram. Pas de questions sur Instagram, mais personne ne veut se lancer? Personne ne... Parce que j'avais vu un court-métrage il y a quelques années qui s'approche un peu de l'idée de ce roman. En fait, c'était pareil, c'était dans vraiment un truc post-apo avec des pluies acides où en fait ça leur avait tellement niqué les cordes vocales, ils pouvaient tellement plus parler qu'il y avait des personnes qui se dévouaient, qui avaient des peaux assez intéressantes et assez matériellement envisageables pour s'écrire des mots. Et en fait, ils se baladaient les personnes comme ça de maison à maison. Il y a des personnes tatouées qui au bout d'un moment n'avaient plus de place. Plus de place. Et la fin du monde finissait par cette idée où il n'y avait plus de place en fait. Et je suis incapable de te sortir le nom du truc, il faudrait que je te retrouve ça. S'il n'y a plus de questions, je peux me permettre une remarque? Oui. Tu sais, la personne chelou qui dit c'est pas une question, c'est une remarque. Ouais, c'est qu'en fait, de ma place, justement, en plus, moi j'ai pas vraiment abandonné mon boulot, j'ai plus lâché peu à peu, au fur et à mesure que je me ça permettait de remplacer. J'admire beaucoup plus quelqu'un comme toi qui va arriver à tenir à la fois un métier qui l'intéresse vraiment et l'écriture à côté. Je veux dire, après, l'incertitude du boulot, elle correspond à mon caractère pour moi et je trouve que ce que tu fais, c'est grave plus dur en fait. Sauf que j'y arrive plus là. Je suis fatiguée. Non mais franchement, je suis hyper admirative au contraire de ce que tu arrives à tenir et tout ce que tu arrives à tenir de passionnant en même temps. Donc quelque part, je trouve que c'est beaucoup plus dur que ma situation à moi. Tu vois. Merci. Bon, eh bien, si on n'a pas d'autres questions, on va finir sur ce beau point. Eh ben, merci Florian, merci à toi. Merci au public d'être venu, merci Instagram. Mais je sais qu'il y a Anouk Fort qui dit on t'aime Flo Flo. Voilà. Bon, bah, c'est bon. Je rentre dans Instagram. Alors.